Bon, et madame, monsieur, bonjour. Je suis heureux de dispenser ce cours pour vous aujourd'hui. Ce cours porte sur la violence sociale, d'accord? On va voir trois grands points. En fait, d'abord, on va voir, on va voir les modes d'analyse et d'explication de la violence. Par la suite, on verra comment comprendre la violence. Et dans la troisième partie, on va voir est-ce qu'il y a une fin possible de la violence en Haïti. Les différentes questions sur lesquelles on va essayer de réfléchir aujourd'hui, c'est surtout pas se demander, peut-on parler de violence sociale dans le contexte haïtien? Quelle est la généalogie de ce phénomène? Parce que ce phénomène a quand même une généalogie. Euh, Comment se structure la violence sociale, qui sont les détenteurs du monopole de la violence, parce que la violence, on n'a pas tous le monopole de la violence. Donc, il y en a ceux qui ont le monopole de la violence légitime, il y en a ceux qui ont le monopole de la violence, parfois illégitime, mais quand même, on a quand même le monopole de la violence. Quelles sont la violence? Parce que s'il y a de la violence, il y a aussi les causes. Quelles sont les principales causes de la violence? Et puis, on va aussi essayer de réfléchir sur comment arrêter, si possible, le cycle de la violence. Y a-t-il un moyen, y a-t-il une manière d'arrêter la violence? Et puis, comment appelle-t-on violence subtile? Parce que c'est une forme de violence qui est comment je peux dire, qui est très priorisée, surtout dans les familles, dans les relations interpersonnelles. Ce sont des types de violences auxquelles on est habitué. Et puis, on va voir aussi quel est le bilan de la violence identitaire. Parce que la violence identitaire, il y a une violence identitaire qui a été exercée. Cette violence-là, il y a un bilan. On peut voir, on peut discuter, on peut essayer de réfléchir un peu, cogiter sur quel est le bilan de cette violence, parce que c'est une société quand même qui a connu des siècles de violence, et c'est un pays qui a connu des siècles de violence, mais quand même, il y a un bilan à faire, il y a des réflexions, et puis en tant qu'universitaire, on a le droit de se demander, écoute, à quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est autant de questions. Et puis, en dernier lieu, on va peut-être discuter ou tout au cours du cours, on va voir aussi le concept de ce qu'on peut appeler la violence systémique. Bien. En fait, comment on pourrait définir la violence? Donc, la violence, on peut la définir comme le caractère, selon Larousse. Larousse définit la violence comme le caractère de ce qui est à partir d'une force intense, brutale, et c'est aussi quelque chose qui est destructrice. C'est-à-dire, on parle généralement de violence dans un contexte, c'est le premier sens que Larousse nous donne de la violence, c'est-à-dire la violence a une connotation négative, c'est-à-dire on parle d'une force brutale, intense, d'accord, et puis qui est souvent destructrice. Donc, il y a une petite différence que le dictionnaire Hachette fait sur la notion de violence, par exemple. En fait, dans le dictionnaire Hachette, on verra que la violence, c'est une force brutale exercée contre quelqu'un. D'accord? C'est une contrainte illégitime, physique, mais aussi ça peut être morale. C'est-à-dire, selon cette définition, en fait, la violence peut être quelque chose de physique, d'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui exerce, d'accord, de la violence physique, c'est-à-dire matériellement, on peut l'observer, c'est quelque chose qui est observable, mais aussi ça peut être quelque chose qui est plus subtil, c'est-à-dire mental, d'accord, ou moral, par exemple. Le fait d'injurier quelqu'un, donc c'est quand même une sorte de violence, par exemple. Donc, selon le Bureau international du travail, donc, on définit la violence, d'accord, comme toute action en fait toute action ou tout incident ou tout comportement qui s'écarte d'une habitude raisonnable
raisonnable, naturellement, cela se définit à partir de ce qu'on est convenu comme raisonnable dans toutes les sociétés. En fait, il y a aussi cette façon, je dirais, tacite qu'on essaie de définir le raisonnable. Et puis, on continue pour dire que par lesquels une personne est attaquée, menacée, lésée, blessée dans le cadre ou du fait direct de son travail. Donc, normalement, cette définition se rapporte surtout dans le contexte, c'est une définition qu'on doit se placer dans le contexte du travail. C'est-à-dire, quand on parle de violence dans le contexte du travail, c'est un peu ça que le Bureau international du travail nous dit de la violence. C'est-à-dire, c'est un incident ou une action ou un comportement qui s'écarte de ce que, en fait, d'une attitude raisonnable, c'est-à-dire de ce qu'on est convenu dans les relations de travail comme raisonnable. Mais en ce sens, il faut dire que, par exemple, en fait, cela peut varier d'une société à une autre, hein, parce que, en fait, ce qui peut être défini, ou du moins ce qui peut être compris fait comme raisonnable dans la société haïtienne ne le sera pas peut-être dans la société québécoise ou dans la société indienne, par exemple, ou même dans la société sénégalaise. C'est-à-dire quelque chose qui peut être perçu, d'accord, interprété comme comme quelque chose de violent dans une société donnée, ne pourra le pas l'être. C'est-à-dire, il y a une façon, d'accord, raisonnable, d'accord, c'est-à-dire le jugement des personnes concernées, mais aussi dans la société, on essaie de définir, nous, en fait, comme membres de la société, ce qui est raisonnable, mais aussi ce qui ne l'est pas. Donc, mais c'est des choses qu'on n'est pas, qu'on ne se prononce pas souvent sur ces choses, on ne se prononce pas souvent sur ces choses, mais pourtant, c'est des choses qu'on définit, on sait quand est-ce que quelque chose, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct, c'est-à-dire la normale, et ce qui est normal, ce qui est anormal, c'est des choses sur lesquelles il y a des consensus, d'accord, qu'on essaie d'établir en tant que société. Donc, c'est pour vous dire que donc, quand on parle de raisonnable, il faut placer ça dans cette logique-là. Maintenant, en fait, on revient à la définition, en fait, surtout, en fait, on prend ça dans l'origine latine. Donc, c'est un mot, le mot violence, par exemple, ça vient du latin. Du latin, cela signifie force, vigueur, puissance, violence, usage de la force physique, mais aussi quantité, abondance ou caractère essentiel d'une chose. C'est-à-dire, violence peut, en fait, dans ce contexte, selon Michaud, c'est-à-dire tout ce qui dépasse la quantité convenable. C'est-à-dire, la violence, c'est tout ce qu'on ne peut pas contenir aussi. Donc, c'est-à-dire, en fait, on peut essayer en ce sens de choisir quelques mots-clés. Par exemple, quand on parle de violence, on voit force, on voit vigueur, on voit puissance, on voit essence aussi, d'accord? C'est-à-dire la primitivité de la chose en soi, c'est quelque chose, en fait, c'est autant de termes qui pourraient nous aider un peu, qui pourraient nous aider à éclairer le concept de violence. Donc, cette définition, par exemple, dans cette définition, on peut voir, par exemple, l'usage de la force physique. Mais, en fait, cette définition, la définition de Michaud met beaucoup plus l'accent sur la force physique, sur ce qui est observable, d'accord? Donc, en fait, là, par exemple, il y a aussi un problème qui se pose parce que la violence n'est pas seulement quelque chose de physique. Donc, n'est pas quelque chose seulement en fait, de physique, c'est-à-dire de quelque chose qu'on peut observer. Seulement, non, il y a plus que ça, mais la définition de Michaud s'arrête à ce niveau-là, d'accord, pour dire que, en fait, c'est quelque chose d'observable, mais aussi c'est quelque chose qui se passe comme par exemple le fait de frapper quelqu'un, par exemple. D'accord? En fait, la chute, par exemple, de l'eau, par exemple. Du moins, c'est en fait, deux voitures qui se cognent. D'accord? Donc, c'est autant d'exemples de violence
physique, par exemple, un homme ou une femme, d'accord, qui se battent, ou du moins un homme autant de choses, d'exemples qu'on peut prendre, le fait de frapper un élève, par exemple, un professeur, un enseignant qui frappe en fait, un écolier, par exemple. C'est des exemples de violence, d'accord, de violence physique, d'accord. Donc, c'est-à-dire, étymologiquement, la violence était un peu, à l'origine, on mettait un peu plus d'accent, on mettait plus l'accent sur la partie physique, la partie qui est observable de la violence. Mais on reconnaît que ça va au-delà de cette dimension. Bon, maintenant, en fait, maintenant, j'essaie en fait, de chercher pour vous un peu la conception philosophique, d'accord, versus moderniste. Parce qu'il y a cette tendance, d'accord, une tendance à définir la violence à partir d'une conception philosophique, d'accord, et il y a une conception un peu moderniste de la définition. Donc, selon Blandine et Krieger, par exemple, la violence est la force déréglée qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique pour mettre en cause dans un but de domination ou de destruction de l'humanité de l'individu. C'est-à-dire, en fait, ici, dans la définition de Blandine et Krieger, c'est une définition très large qui fait aussi consensus dans la mesure où, par exemple, en fait, cela tient compte, par exemple, de la dimension physique, mais aussi de la dimension psychique qui accompagne la violence. C'est-à-dire, la violence peut être physique, mais la violence peut être aussi psychique. Donc, c'est-à-dire, mais il y a aussi un but. C'est-à-dire, il y a un but, le but serait la domination. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le fait d'exercer une pression, d'exercer la violence en soi. La violence en soi n'est pas la finalité selon sa définition. La violence, c'est un moyen, par exemple, utilisé par quelqu'un dans l'objectif de dominer ou de déstructurer l'humanité de l'autre. Donc, en fait, on peut comprendre cette définition dans la mesure du rapport à l'autre qui est problématique, qui est conflictuel. C'est-à-dire, en fait, le fait de vouloir exercer une violence, en fait, ce n'est pas seulement pour l'exercer, d'accord? C'est-à-dire, la violence n'est pas le but ultime en soi, mais c'est plutôt un moyen en fait, qu'un individu, qu'un protagoniste utilise en fait, dans le but de faire quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire, ça peut être la manipulation, par exemple, peut être une sorte, on le verra bientôt, la manipulation peut être considérée, par exemple, comme un type de violence, par exemple. Mais la conception moderniste, par exemple, de la violence, d'accord, en fait, la définit comme une force sociale chargée de signification et douée d'une capacité structurante de la réalité. Donc, en fait, cette définition, par exemple, nous permet de dire que, en fait, la violence, c'est-à-dire là, je parle par exemple de la violence d'État, par exemple. Le fait, je peux prendre un exemple comme ça, le fait que, par exemple, des bandits ne peuvent pas circuler dans des villes, ou par exemple, s'il y a des bandits, par exemple, ça arrive dans leur coin, par exemple, c'est à partir d'une violence sociale, par exemple. C'est-à-dire, en fait, et dans ce sens, ceux qui possèdent le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire la police, l'armée, les gardes, d'accord, les gardes nationales, etc. D'accord. Écoute, ces forces-là, par exemple, c'est des forces contraignantes. Et ces forces contraignantes, par exemple, ils trouvent, en fait, on les reconnaît en tant que tels, ils ont une certaine légitimité et ils structurent, par exemple, la réalité. Par exemple, ceux qui force quelqu'un à payer, par exemple, je ne sais pas, mais des amendes, des contraventions, des impôts, par exemple. Parce que quand on parle de ce qu'on appelle de l'État qui a ce qu'on appelle
le monopole de la violence, d'accord? Il faut voir, par exemple, ça, il faut voir les deux aspects. Il y a un, le fait, d'abord, l'État qui pourrait vous forcer, d'accord, de ne pas, faire quelque chose, c'est-à-dire si vous faites quelque chose, on appelle la police et puis la police, vous arrête, d'accord? C'est l'État, d'accord, qui a cette capacité d'arrêter les gens. Mais quelque part aussi, c'est l'État aussi qui a le droit, par exemple, qui a la force, d'accord, de vous faire, par exemple, vous obliger, on va dire comme ça, à payer les taxes, par exemple, d'accord, à contribuer. L'État a cette capacité, par exemple, à ce pouvoir de dire, écoute, qu'aucun bateau puisse, je ne sais pas, accoster sur les côtes, Professeur, moi, des étudiants veulent faire mes naïf, peu micros. importe. En fait, on doit payer, je dis quelque chose comme ça, 2000 gold par jour, par exemple, 20 000 gold par jour, peu importe. Mais l'État a cette capacité de vous faire payer exactement ce que l'État vous demande de payer, par exemple. Donc, c'est-à-dire, il y a la double contrainte, d'accord, que Weber ne parle, c'est Weber, d'accord, qui nous parle de cette double contrainte, la contrainte physique, C'est d'accord, mes qui est micros. par l'État, peut vous faire quelque chose, par exemple, vous arrêtez de faire quelque chose que vous obligez de faire ou vous empêchez de faire quelque chose. D'accord? Quand on parle là de l'État, on parle vraiment de ce qu'on appelle en fait, les forces de l'ordre, là, d'accord? Qui sont quelque part les bras, d'accord? Armés de l'État, d'accord? La police, l'armée, la garde nationale, etc. Donc, toutes ces forces-là, d'accord, servent à ça. Donc, si par exemple, certains pays, par exemple, même chez nous, par exemple, on a un peu moins structuré, mais par exemple, aux États-Unis, par exemple, il y a une instance qui s'appelle IRS qui pourrait, par exemple, vous contraindre, par exemple, de payer. D'accord, il y a des autorités fiscales. Les autorités fiscales, écoute, ils sont, je dirais, à mon sens, dans certains pays, par exemple, en France, aux États-Unis, par exemple, ces autorités sont plus, je dirais, contraignantes même que la police. D'accord? Donc, c'est pour vous donner des exemples simples. Bon, maintenant, en fait, dans la conception moderniste, par exemple, on peut aussi se poser la question quand on essaie de comprendre la généalogie de la violence en Haïti, on peut dire que ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. On va être d'accord avec moi, par exemple. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a, par exemple, des hommes armés qui kidnappent en plein jour, qui font des vidéos, qui composent des chansons, qui font tout et tout là. Donc, et tout le monde les connaît. Écoute, c'est des artistes, d'accord? C'est des artistes du crime. Donc, tout le monde les connaît, les artistes de la criminalité, tout le monde les connaît, mais ce n'est pas du jour au lendemain que ça s'est passé comme ça. Donc, c'est-à-dire, il faut toujours avoir deux manières d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'accord? On peut avoir une analyse factuelle, c'est-à-dire on est là-dedans, on dit qu'il y a du kidnapping, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça en Haïti, d'accord? Étant donné qu'on est comme ça, mais ce n'est pas possible que ça soit comme ça, d'accord? Ça, c'est une analyse un peu factuelle. Et aussi, on peut se permettre aussi d'avoir une analyse sérielle, d'analyser. Moi, c'est ce que je préfère, moi, d'accord, d'analyser, par exemple, en fait, le cours de l'histoire, par exemple. C'est-à-dire, il y a un ensemble d'événements qui se sont produits au cours des années qui nous ont conduits à ça, par exemple. Et ces événements, par exemple, moi, je commencerai par le premier de tous les événements, qui est par exemple le génocide des Taïnos. Bon, le génocide des Taïnos, où on peut les appeler les premiers peuples, d'accord, on peut les appeler, je ne sais pas, amérindiens, d'accord, mais moi, je sais qu'ils sont des Taïnos, moi, ils ne sont pas des Indiens du tout. Donc, mais quand on dit Indien, c'est juste pour dire comme ça, mais on sait que c'est impropre de les appeler Indiens. Ils n'étaient pas en Inde, ils ne
ne ressemblent pas aux Indiens, ils ne sont pas des Indiens, on est d'accord là. Là, écoute, on peut pousser la réflexion. Ne serait-ce pas une première tentative de violence, c'est-à-dire de nommer des gens, par exemple, comme on veut, sans tenir compte de leur identité. On sait bien qu'on n'est pas en Inde, on sait bien que, par exemple, ce ne sont pas des Indiens, on les appelle quand même des Indiens. Et après, on va les justifier, on va les appeler des Indiens de l'Amérique, par exemple. Bon, c'est une première violence, d'accord? Une deuxième violence, pour comprendre l'histoire, la généalogie de la violence, c'est-à-dire, ça a commencé aussi par ce qu'on appelle un génocide, c'est-à-dire c'est les pires espèces de l'Europe qui sont venus, d'accord, qui débarquent en Amérique, qui débarquent dans les Caraïbes, qui débarquent en Haïti, et puis commencent, par exemple, à imposer leurs lois, par exemple, d'accord. Et puis, en 1492, pour moi, c'est l'un des premiers chocs civilisationnels, l'un des premiers chocs civilisationnels dans la mesure où, par exemple, premièrement, on dit qu'il y a découverte, on comprend que, encore là, on est dans une violence de l'Occident sur l'autre. C'est-à-dire, comment se fait-il que, écoute, en fait, écoute, ils existaient, ils avaient leur pratique de vie, et vous décidez que vous venez de les découvrir, donc vous faites une découverte sur eux. Donc, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ils existaient, ils étaient là, et vous n'avez pas le monopole du monde pour décider que vous découvrez quelqu'un. D'accord? Donc, et puis, écoute, on se rencontre, d'accord? Quand je dis on se rencontre, écoute, en même temps, vous êtes en train de constater ma présence, je suis en train aussi de constater ta présence. Donc, il n'y a pas lieu de dire que vous faites une découverte par rapport à des personnes qui existaient, qui avaient des pratiques de vie. Donc, ça, c'est également une autre forme de violence. Et l'autre forme de violence que vous connaissez bien, par exemple, il va y avoir des tueries, d'accord, des meurtres, écoute, des massacres, d'accord. En fait, certains historiens estimaient la population écoute, des Taïnos, Arawak et Caraïbes, en tout cas, en disant les premiers peuples qui peuplaient Haïti, d'accord, à pratiquement 5 millions, d'accord. Il y en a d'autres qui disent que c'était environ 2 à 3 millions. Bon, peu importe qu'ils étaient 1 million, 5 millions, 500 000, d'accord? Le fait est qu'aujourd'hui, en fait, il n'existe presque que, en tout cas, ils sont disparus, d'accord? Il n'y en a plus, d'accord? Donc, c'est un crime. Et quand on parle de crime contre l'humanité, voilà un bon exemple de crime contre l'humanité, c'est-à-dire quand on parle de génocide, voilà un exemple de génocide, c'est-à-dire toutes ces personnes-là, par exemple, tous ces peuples-là, par exemple, écoute, l'exemple d'Haïti, par exemple, disparaissent, d'accord? Donc, voilà un exemple. Donc, c'est-à-dire on est à un premier niveau de l'analyse, c'est-à-dire les premiers peuples qui disparaissent sur l'île. D'accord? Donc, un deuxième niveau de l'analyse nous permet de voir, par exemple, après ça, on va dire, écoute, il faut aller au-delà de ça, il faut faire venir des Noirs d'Afrique. Bon, maintenant, en fait, moi, je crois qu'il est important, c'est important pour moi de vous dire ça, il est important pour moi de vous dire ça. Écoute, premièrement, ce ne sont pas les Européens qui ont amené les premiers Noirs, écoute, en Amérique, d'accord? C'est aussi une autre forme de violence, c'est-à-dire, si vous avez eu la chance de lire, d'accord, They Came Before Columbus, They Came Before Columbus, c'est un texte écrit par Dr. Ivan Pansertima, d'accord, dans ce texte, il essaie de nous expliquer, en tout cas, il démontre, d'accord, avec des arguments intéressants, que, écoute, les Noirs ont traversé l'Atlantique
bien avant Christophe Colomb. Les Noirs ont traversé l'Atlantique bien avant Christophe Colomb, et c'était aux environs 1200, d'accord, qu'il y avait des bateaux qui venaient du Mali, d'accord, et puis c'était Aboubakar II, d'accord, fils du roi Soundiata du royaume Mali, qui, d'accord, avait cette idée grandiose de traverser l'Atlantique en 1200, d'accord? Donc, Christophe Colomb va attendre 2 siècles, d'accord? L'Europe va attendre 2 siècles pour traverser l'Atlantique. Les Noirs traversaient déjà l'Atlantique. La preuve en est, par exemple, si vous allez, par exemple, au Mexique, aujourd'hui, là encore, si vous allez au Mexique, chez les Aztèques, d'accord, les dieux des Aztèques, c'est des nègres, d'accord, c'est des noirs, d'accord, par exemple, Tezcatlipoca, par exemple, les dieux des Aztèques, d'accord, Tezcatlipoca, d'accord, ce sont des dieux qui sont des représentants, d'accord, et c'est-à-dire qui sont taillés, en fait, et leur image, c'est des nègres, par exemple, c'est des dieux nègres qui sont là, dieux des Aztèques là-bas, mais également, écoute, toute la, écoute, quand on va au Pérou, c'est pareil, d'accord? Donc, on a vu, par exemple, dans les grottes, aussi des pierres qui ont été taillées avec l'image des nègres, par exemple, et ça datait avant l'arrivée, avant 1492. D'accord, ça c'est important. Donc, c'est important. Pourquoi, par exemple? Je veux dire que, par exemple, ce n'est pas eux c'est pas les Européens qui ont découvert, d'accord, rien du tout là. Donc, on est vraiment, d'accord, pour moi, dans une rencontre, mais également, il y avait des Noirs qui étaient là avant. D'ailleurs, la preuve en est grande que c'est parce que quand ils forçaient les Indiens, en fait, on les appelle malement des Indiens, mais qu'ils forçaient des Taïnos, d'accord, d'Haïti, qu'ils forçaient des Haïtiens, les premiers Haïtiens, qu'ils les forçaient à travailler dans les mines, ils ont remarqué que, par exemple, ceux qui résistaient plus, c'était ceux qui ont les peaux plus foncées, en d'autres mots, les Noirs, par exemple. Et puis, écoute, Las Casas a donné cette idée qui a dit, écoute, mais si ce sont eux qui sont plus résistants, ce serait mieux d'aller les chercher. Il y a une tonne de ces gens-là qui sont résistants, qui font rien en Afrique, et on va les amener ici, là, en Amérique, pour les répandre. Maintenant, écoute, même pendant ce qu'on appelle cette traversée, d'accord, de l'Atlantique, Christophe Colomb n'arrivait pas seul, d'accord? Quand je dis il n'arrivait pas seul, donc, comment je peux dire ça? Il était sûrement accompagné, vous le savez bien, donc, d'une bande de tarés qui étaient des prisonniers, d'accord? Et la condition sine qua non pour qu'ils étaient en liberté, c'était qu'ils partent avec Christophe Colomb parce qu'on savait que Christophe Colomb n'allait pas réussir. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, l'histoire, c'est un peu triste, mais on ne peut pas comprendre la violence sans ça, par exemple. C'est-à-dire, il il y avait aussi un Noir qui accompagnait Christophe Colomb et c'est lui qui a montré en fait, le chemin il était magnifique en fait, en sciences maritimes, il connaissait bien la mer, donc il s'appelle Alfonso Nino. Alfonso Nino, c'est lui-même qui a montré à Christophe Colomb le chemin de l'Amérique, d'accord? Donc, ceci pour vous dire que, par exemple, donc, cette violence de l'Occident, par exemple, qui commence avec les Taïnos, par exemple, et après, on va avoir ce qu'on appelle la traite des Noirs, d'accord? Le commerce des humains, d'accord? Écoute, l'esclavage, d'accord? Et après, on a pris notre liberté, on est devenu indépendant, d'accord? D'accord, on a fondé la première nation noire indépendante du temps moderne. Pourquoi je dis du temps moderne? Parce qu'on n'est pas la première nation noire indépendante tout court, d'accord? Parce qu'il y avait l'Égypte, il y avait les Maliens, d'accord? Le Mali, il y avait le Congo, et tous comment je peux dire ça, indépendants, d'accord? Donc, leur indépendance aussi, on ne peut pas dire que c'est en 1900 qu'ils sont indépendants et puis ils ont fait tout ça, d'accord? L'Égypte également, d'accord? Mais on est naturellement
d'accord, dans le temps moderne, après 1492, on était les premiers à dire non, on ne veut pas de l'esclavage, d'accord, on est les premiers à abolir l'esclavage, bien. Mais maintenant, après ça, par exemple, on a eu d'autres formes de violence, d'accord, du système, qui sont par exemple l'occupation américaine, d'accord, c'est de grosses violences, d'accord, il y a eu beaucoup de morts, surtout dans le milieu paysan haïtien, d'accord, on a eu la dictature, d'accord, la dictature a, écoute, 57-86, c'est beaucoup de morts, d'accord, donc les chiffres sont accablants, donc après la dictature, ça ne s'arrête pas là, d'accord, on a eu par exemple des morts, écoute, en République dominicaine, d'accord, des Haïtiens qui sont morts parce qu'ils sont Haïtiens et parce qu'ils ne pouvaient pas prononcer le mot périr, par exemple, d'accord. Écoute, en fait, c'est beaucoup de morts. Et après, on a eu du tremblement de terre, on a eu des tremblements de terre, on a eu maintenant le massacre les massacres à Martissan, écoute, à Cité-Soleil, à La Saline, d'accord? C'est-à-dire, on est une société, la société haïtienne est, il faut le dire, donc c'est une société qui a connu qui a connu beaucoup de violence, d'accord? Donc, loin de dire que la société est une société violente, mais je dirais qu'il y a beaucoup de violences sociales qui s'exercent, d'accord, en Haïti, et les individus qui sont un peu laissés pour compte, c'est-à-dire les masses, d'accord, sont les principales victimes de ces violences. Donc, c'est-à-dire la conception moderniste de la violence, d'accord, versus la postérité, nous permet de comprendre un peu que la violence, d'accord, a une histoire, et la violence, d'accord, non seulement a une histoire, mais la violence, c'est quelque chose qui est néfaste, d'accord, donc, on ne peut pas, genre, tolérer la violence, il y a des efforts pour que ça cesse un jour, d'accord, parce que c'est pas productif, la violence n'est pas productive. Bon, bien. Maintenant, en fait, on a aussi, en fait, dans le cadre de mes réflexions, j'ai aussi l'un des textes que j'ai beaucoup eu le temps de lire entre 2021, d'accord, c'est un petit texte, c'est pas un gros texte, un petit texte, je l'ai lu presque, je ne sais pas, mais presque tous les jours, j'aime tellement ce texte, il s'appelle Une certaine idée de l'Europe. Une certaine idée de l'Europe, c'est Steiner qui, puis dans ce texte, Steiner nous dit quelque chose. C'est Raymond qui le cite dans l'introduction, d'accord, du livre de Steiner, d'accord, c'est un petit livre intéressant à lire. L'énoblissement de l'esprit, une société qui ne cultive pas les grandes idées humaines finira une fois de plus, toujours, dans la violence et l'autodestruction. En fait, en lisant ce texte, je suis en train de faire un cours sur la violence sociale pour les étudiants de la faculté d'économie de l'Université d'État d'Haïti, pour les étudiants en maîtrise. Et puis, je me suis dit, écoute, mais c'est intéressant que quelqu'un essaie de faire ce parallèle entre la violence, d'accord, dans les sociétés modernes et l'énoblissement de l'esprit. C'est quoi l'énoblissement de l'esprit? C'est-à-dire, on va le dire comme ça, c'est-à-dire une société qui n'investit pas dans l'éducation, une société qui ne croit pas dans l'intelligence ou dans son intelligentsia, l'ensemble des personnes qui ont passé du temps quelque part pour se former, une société qui, n'accorde pas de valeur aux étudiants, aux professeurs, à l'université, au savoir, donc à la littérature, à la poésie, d'accord, à ce qu'on appelle aux choses de l'esprit tout court, d'accord, cette société, d'accord, est condamnée à connaître la violence. Bon, dans une recherche que j'ai dirigée, d'accord,
avec Peterson, d'accord, non sans, mais aussi que j'ai mené aussi, il était aussi dans cette équipe aussi, il y avait aussi euh, Ginette Francais-Lusanon, il y avait Francky, Shirley, en fait, on était une grosse équipe, d'accord, en fait, une belle petite équipe, là, à mener une recherche sur la violence, d'accord, le genre, la violence, la sécurité, amortissant et la saline. Donc, ce qu'on a compris également, c'est que, écoute, surtout à partir des premières recherches que j'ai menées avec Peterson dans les quartiers populaires, c'est ce que j'ai essayé de comprendre, c'est ce que j'ai essayé de comprendre, pardon. J'ai essayé de comprendre que la violence, d'accord, c'est une alternative. La violence est perçue comme une alternative par les jeunes, d'accord, parce que les jeunes n'ont plus de repères dans la société, ils n'ont plus de repères, c'est-à-dire, autrefois, quand on vivait en Haïti, en fait, écoute, on était jeunes, ce qu'on avait comme modèle, c'était les ingénieurs, les médecins, les avocats, écoute, les hommes de lettres, écoute, même pour faire la cour à une femme, à une fille, d'accord, il fallait savoir, je sais pas, mais il fallait savoir écrire, d'accord, il faut savoir écrire, il fallait faire des choses, d'accord, il y avait la démonstration de l'intelligence dans la société, à tel point que, par exemple, donc, tu pourrais même écrire à une fille, d'accord, et la fille prend le temps de corriger ta lettre pour te renvoyer, donc cela veut dire que tu as un peu moins de chance que moi. Donc, c'est-à-dire, les enfants, les jeunes, les adolescents avaient des cahiers, d'accord, ils écrivaient des chansons, des poésies, des poèmes, etc. Donc, en fait, il y avait cette passion pour l'intelligence, pour les choses de l'esprit, d'accord, il y avait cette passion. Donc, je ne dis pas que c'est le même temps, c'est pas le même siècle, mais on pouvait cultiver ça autrement. Donc, mais maintenant, ce n'est plus ces personnes-là, par exemple. Ce n'est plus, ce n'est plus à ces personnes qu'on accorde de l'importance dans la société. On accorde de l'importance en fait, aux brigands. Aux brigands, et écoute, pour cause, on a, par exemple, que des sénateurs brigands, que des députés brigands, des élus brigands, d'accord? En fait, par exemple, le dernier Sénat qu'on avait, d'accord, en fait, Chambre des députés et Sénat réunis, en fait, on disait que, par exemple, il n'y avait que 3 personnes qui n'avaient rien à voir là, avec la justice, quelque chose comme ça. Sinon, toutes les personnes étaient quelque part ou d'autre, soit dans les trafics de drogue, soit dans le blanchiment d'argent. On avait un parlement de bandits. Donc, écoute, même celui qui a été le président, en fait, on le reconnaît comme bandit légal. Un bandit, c'est quelqu'un qui exerce de la violence. Donc, c'est-à-dire, en fait, quand les jeunes qui grandissent, par exemple, qui ont cette image-là, par exemple, d'accord, ils ont compris que, par exemple, pour se faire entendre dans la société haïtienne, il faut utiliser la violence. Bon, moi-même, j'ai eu une histoire avec l'Université d'État d'Haïti, en fait, pendant tout mon passage comme étudiant, d'accord, de 2006 à 2010, j'ai observé quelque chose. C'est-à-dire, les étudiants qui ont le droit de parole, d'accord, c'est-à-dire c'est-à-dire s'ils arrivent au décanat, on va les écouter, c'est les étudiants qui peuvent briser tout sur leur passage. Les étudiants qui peuvent mettre les caoutchoucs, les pneus dans la rue, d'accord, en fait, on va dire par exemple, quelque part, entre guillemets, c'est ceux qui peuvent exercer de la violence. Bon, pour ne pas dire c'est des bandits. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la société haïtienne, pendant plusieurs années, voire plusieurs siècles, n'entend que la voix de la violence. C'est-à-dire, on n'est plus une société qui est capable d'écouter l'intelligence, parce que c'est un choix, parce qu'on ne peut pas, soit on choisit d'écouter l'intelligence, soit on choisit d'écouter la violence, la voix de la violence. Mais pendant plusieurs années, voire plusieurs siècles, on a fait ce choix de minimiser la voix de l'intelligence, par exemple. C'est-à-dire, je vais le dire autrement, tu ne peux pas débarquer, par exemple, dans un bureau, ou du moins des étudiants qui prennent des initiatives, de belles initiatives, qui écrivent des lettres, qui disent, écoute, on voudrait ça, par exemple, on voudrait, par exemple, qu'on ne brûle plus
des détritus, par exemple, dans la cour de la faculté. On ne voudrait plus qu'on brûle des factures, on ne voudrait plus ça, on voudrait que la faculté soit propre, par exemple. Donc, vous écrivez une lettre, vous écrivez des pétitions, ça ne marche pas. Donc, il faut arriver un bon matin, il faut fermer la barrière, donc, c'est-à-dire, il faut appliquer, d'accord, les équations de la violence. Bon, ça, on peut sortir de la faculté, on peut aller ailleurs, par exemple. Des citoyens, des groupes organisés ne peuvent pas, par exemple, même si le font, on ne va pas les écouter, par exemple, écrire à la mairie, par exemple, dire, écoute, on voudrait avoir ça, 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 écoute, je ne dis pas qu'on devrait vous donner, on ne sait pas s'ils ont les moyens, mais on ne va pas vous répondre, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'entend pas. On ne sait même pas s'ils ont les moyens ou pas, mais ils n'entendent pas ce qu'ils entendent, c'est-à-dire les personnes qui dirigent en Haïti. Ce qu'elles entendent, c'est la violence. C'est-à-dire c'est la voix de la violence. Donc, c'est-à-dire la voix de la violence est devenue, en fait, a way of life, c'est-à-dire une manière de vivre, une manière d'être, une manière de se comporter, en fait, qui nous a donné tout ce que vous savez. On peut par exemple, moi j'ai une chanson que vous savez que je travaille sur des chansons. Écoute, il y a une chanson qui m'intéresse par exemple. Écoute, c'est par exemple, c'est Blodé Panambé, c'est trié par exemple. Écoute, ou du moins, par exemple, c'est le phénomène de Blooder, de Brain par exemple, qui c'est une caricature de la jeunesse. Donc, pour dire que les jeunes, d'accord, d'une certaine catégorie, une certaine frange, par exemple, qui, eux, écoute, c'est des thugs. C'est des thugs. Vous connaissez également la définition de thug, c'est voyou ou voleur, par exemple. Donc, mais en fait, moi, j'ai observé, par exemple, à travers le rap, le hip-hop, par exemple, pendant plus de 10 ans, 15 ans, en fait, les rappeurs, en fait, surtout de la génération, en fait, 95-2000, d'accord, 2000 jusqu'à 2005, même après Barricade Crew, par exemple, d'accord, quand je dis après Barricade ou après le phénomène Barricade de Rockfam, donc les rappeurs utilisaient beaucoup les expressions telles que soldat, par exemple, d'accord? Écoute, ça m'intriguait beaucoup, moi, à cette époque, il n'y avait pas autant de gangs, en tout cas, les gangs n'étaient pas si puissants, en tout cas, mais c'était aussi des affaires qui m'interpellent, la façon qu'ils se nomment, par exemple, d'accord? Kachapika, donc, en fait, en tout cas, les noms m'intéressaient, donc, et puis, je me suis dit, mais en fait, il y a une tendance qui se dessine, d'accord? Pas parce que, écoute, moi, je suis un fan du rap. Écoute, j'ai fait mon mémoire de licence, de maîtrise, de doctorat, dans ma thèse de doctorat, tout ça sur le rap. Donc, je suis un fan du rap. Mais en même temps, écoute, il y a une tendance qui se dessine en tout cas, le hip-hop me permet de comprendre l'évolution de la jeunesse, d'accord? En fait, à opter, par exemple, pour la violence, par exemple, et au lieu, par exemple, d'opter pour les choses de l'esprit. Mais il faut dire que ce n'est pas un choix qui est, comment je peux dire ça, qui est volontaire, c'est-à-dire les jeunes ne choisissent pas la violence, par exemple, d'accord? La violence est dessinée par les élites qui imposent ces structures aux jeunes. Et c'est ce qu'on appelle la violence systémique que vous allez voir avec moi. Bon, maintenant, les délinquants, c'est quoi leur place en Haïti? Donc, l'incompétence, par exemple. L'incompétence, voilà un élément qui aussi, en fait, conduit, en fait, qui peut conduire une société dans la violence. Donc, c'est quelle place qu'on accorde au savoir en Haïti, par exemple, à la connaissance. Donc, la pratique de l'anti-savoir à l'université, par exemple, en fait, on est à l'université, par exemple, l'Université d'État d'Haïti, c'est un cas d'espèce où, par exemple, en fait, on peut vous dire, moi, on me l'a déjà dit, mais écoute, en fait, tu fais de l'intéressante, par exemple, d'accord? C'est pour vous dire que, écoute, c'est pas là qu'il faut parler du savoir, d'accord? Donc,
des professeurs qui n'ont pas de diplôme, qui n'écrivent pas d'articles, c'est des formes de violence, d'accord? Donc, les étudiants qui étudient dans des conditions difficiles, par exemple, qui n'ont pas de cafétéria, d'accord? Et qui payent des ouvrages, on les vole, d'accord? C'est des formes de violence et on vit avec tout ça, par exemple. On vit en fait, à côté de notre classe à plusieurs reprises. Moi, je suis allé faire des cours et puis je ne peux pas respirer parce que c'est trop sale, les toilettes. Donc, c'est des formes de violence et on vit au jour le jour avec ça. Donc, l'université a pour mission, par exemple, de nous offrir un espace tellement agréable pour qu'on puisse inspirer, que notre chez-soi, par exemple, soit comme ça, ou que d'autres espaces puissent inspirer de ce qu'on voit à l'université. D'accord? En fait, mais l'université, c'est l'espace par excellence qui produit la violence en Haïti. D'accord? Que ce soit en fait, dans la structure même, d'accord? Que ce soit dans la manière d'organiser l'espace, d'organiser. Écoute, moi, j'ai déjà vu en fait, Madame Figaro qui crie sur les étudiants, d'accord, pour les chasser, d'accord? Donc, c'est des formes de violence et les étudiants ont toute une histoire avec ça. Mais il n'y a aucun espace où l'on peut, par exemple, on peut aller pour se plaindre. Donc, c'est-à-dire, la violence est conçue comme intégrante même de notre vie. Donc, on dit, ah, écoute, c'est comme ça, par exemple. Donc, c'est-à-dire, en fait, la violence, il y a tellement de choses à dire sur la violence. Donc, bon, maintenant, en plus de tout cela, par exemple, il y a ce qu'on appelle la montée de l'insignifiance. La montée de l'insignifiance, c'est-à-dire le ridicule, d'accord? Donc, l'insignifiance qui est devenue la norme, d'accord? On vit comme ça, donc on est comme ça. Écoute, on peut sortir de chez soi. On savait que la course était 15 gouttes, par exemple, pour aller à la faculté. Et puis, un bon matin, quelqu'un décide que ça soit 60 gouttes, par exemple. Et écoute, ça, c'est de l'insignifiance. D'accord? Donc, OK, on peut prendre un exemple. Au nom de quoi, par exemple, qu'on demande à des étudiants d'acheter des ouvrages, par exemple, on n'a pas le droit. C'est l'université qui doit procurer des ouvrages. Il doit y avoir un budget dans l'université pour acheter des ouvrages. En plus, on achète les ouvrages et les ouvrages, on ne les voit jamais. D'accord? Donc, parfois, ça rentre, ça disparaît. Parfois, ça ne rentre pas du tout. Moi, ça, c'est des formes de violence et c'est de l'insignifiance tolérée dans notre structure, dans notre façon de penser, et puis qu'on essaie de justifier tout. Donc, mais dans notre vie, en fait, dans notre vie familiale, par exemple, d'accord, dans notre vie, en fait, à l'église, par exemple, encore notre vie spirituelle, c'est-à-dire, c'est, en fait, la violence est partout, un peu partout, partout, partout. Donc, maintenant, l'une des formes de violence, d'accord, c'est la violence qu'on connaît, ou du moins qu'on peut identifier facilement, c'est la violence verbale, par exemple. Donc, selon la Fédération des maisons d'hébergement des femmes, en fait, on, on nous dit que la violence verbale est utilisée pour intimider, humilier ou pour contrôler une personne. Donc, c'est-à-dire le fait de parler fort à la personne, de hausser sa voix. Donc, on essaie de contrôler la personne, d'accord? Donc, cette forme de violence, par exemple, peut être faite de façon subtile, d'accord? Donc, on ne se rend pas compte, d'accord? Ou ça peut être aussi très direct. Donc, c'est-à-dire, cette forme de violence, c'est une forme de violence en fait, qu'on rencontre souvent aussi en Haïti. Donc, mais en fait, quand on lit les documents, je mets ici le lien. Donc, quand on lit les documents, on sait on sent, par exemple, donc, en fait, la violence est verbale, d'accord, ça peut être des menaces, des insultes, ça peut être aussi des jurons, d'accord? Le fait, par exemple, d'utiliser par exemple, une partie en fait, d'utiliser le physique de la personne, par exemple, pour lui parler, par exemple. Donc, ça peut être aussi une forme de violence. Donc, on peut dire que
et la violence verbale, d'abord, on essaie de la catégoriser comme ça, c'est le fait d'insulter en utilisant un langage grossier, d'accord, ou le fait de crier, d'élever la voix, de blâmer quelqu'un. Bon, parce qu'il y a des personnes qui essaient de vous blâmer tout le temps, donc c'est des formes de violence. Donc, ou le fait de chambrer quelqu'un, par exemple, d'accord? Donc, c'est des formes de violence, d'accord? Donc, ou menacer la personne directement. Donc, c'est-à-dire la violence verbale, ça peut prendre plusieurs formes. Tout dépend du contexte, écoute, des circonstances. Donc, la violence verbale, c'est une violence aussi, en fait, qu'il faut condamner et puis pour éviter aussi. Donc, il faut savoir les reconnaître quand on est en présence d'une violence pour savoir quel type de violence est-il, quel type de violence il en est. Donc, maintenant, la violence est psychologique. Donc, je sais que ça va vous intéresser, étant donné que vous êtes psychologue. Donc, la violence psychologique, donc, elle est la plus sournoise. Elle est aussi appelée la violence subtile. Donc, la violence psychologique, comme on l'appelle, en fait, se situe principalement au niveau des attitudes et des comportements, d'accord? En fait, d'une personne, d'accord, envers une autre personne. Elle vise l'intégrité psychologique, c'est-à-dire c'est essayer d'atteindre la personne mentalement, d'accord, de dénigrer la personne et de faire en sorte que la personne ne se considère pas en tant que personne. C'est-à-dire ça, on peut dire en d'autres mots que la violence psychologique, ça participe à baisser l'estime de soi de la personne. Donc, comme la violence verbale, la violence psychologique est employée aussi de manière encore plus subtile, d'accord? Donc, ça pourrait être aussi manifeste. Manifeste, c'est-à-dire quand on sait, on le voit, c'est un peu perceptible. Et quand subtil, c'est-à-dire on ne le voit pas, mais il y a le regard, par exemple, d'accord? Donc, le fait de regarder quelqu'un de travers. Donc, Axel Honneth travaille beaucoup sur cet aspect dans ses ouvrages portant sur la théorie de la reconnaissance, d'accord, ou la société du mépris. C'est des ouvrages magnifiques qu'il faut lire si vous avez le temps. Donc, il y a beaucoup d'articles aussi d'Axel Honneth qui sont en libre circulation, en libre consultation sur le net. Donc, ce qu'il essaie de dire dans son travail. D'ailleurs, c'est une restructuration de la thèse de Hegel, je peux le dire comme ça, ou de la thèse de Habermas. Il essaie de montrer que, par exemple, les gens ne peuvent pas vivre sans la reconnaissance, c'est-à-dire ce sentiment qu'ils sont importants aux yeux de l'autre, qui leur doit une certaine reconnaissance. C'est-à-dire la reconnaissance permet à l'individu de s'affirmer, d'accord, et d'être perçu aux yeux de l'autre et de se percevoir aussi comme quelqu'un, d'accord, au même titre que l'autre. Donc, c'est-à-dire la reconnaissance est importante pour l'individu. Mais par exemple, si vous arrivez, on va le dire comme ça, dans un espace et puis vous saluez les gens, d'accord, et les gens ne vous répondent pas. C'est-à-dire, c'est une forme de violence psychologique, par exemple, et ça peut vous affecter comme individu. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment important de prendre soin de soi, mais aussi de savoir quand on est en situation de violence. Parce qu'on peut être violenté, par exemple, et on ne le sait pas. Quand je dis on ne le sait pas, c'est pas qu'on ne le sent pas, on le sent parce qu'une violence reste et demeure une violence, mais on ne sait pas qu'on a le droit, par exemple, de protester, de dire, mais non, on ne mérite pas ce traitement-là, par exemple. Donc, mais maintenant, quel est l'objectif? Ou du moins, à quoi ça peut conduire la violence psychologique? La violence psychologique, ça peut conduire surtout à créer un isolement social, c'est-à-dire à vous questionner, d'accord, est-ce que c'est vous le problème? Donc, et puis, ça vous atteint aussi de manière affective. Donc,
ça peut aussi se faire sous la forme le fait que quelqu'un essaie de contrôler vos allées et venues, d'accord? Vos allers-retours, d'accord, si la personne essaie de contrôler ça, ça fait partie d'une violence psychologique. Donc, la violence psychologique aussi, ça peut être le fait que, par exemple, quelqu'un utilise différentes formes de menaces, d'accord, soit enlever un enfant ou tuer un enfant ou se suicider, d'accord, c'est des formes de violence psychologique. Donc, ou briser des objets, d'accord, quelqu'un qui jette un verre par terre et puis pour vous intimider, d'accord, ou faire de fausses accusations, d'accord, en fait, on dit des choses que vous n'avez pas dit, mais la personne persuade que oui, vous l'avez dit. Donc, si la personne fait exprès de le dire, mais en fait, vous questionnez. Donc, ça peut vous atteindre psychologiquement, ça peut avoir en fait de l'effet, et puis ça peut ça peut atteindre votre santé mentale. Ça peut atteindre votre santé mentale. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'efforts d'éviter ces situations, mais aussi quand vous êtes dans ces situations, de dire, écoute, mais non, écoute, de savoir défendre vos points de vue, vos droits, dans le respect de l'autre, et puis pour que vous ne sortirez pas de cette situation comme victime. D'accord? Donc, il ne faut pas se considérer comme victime dans ces choses-là, mais c'est plutôt, il faut revendiquer et puis de faire valoir votre droit, votre position par rapport à tout ça. Donc, et, la violence, aussi peut prendre la forme économique qu'on appelle la violence économique. La violence économique, en fait, c'est très méconnu, donc on n'en parle presque pas, mais c'est une violence importante. Donc, quand je dis une violence importante, c'est important dans la mesure où la personne qui est victime de cette violence, parfois on ne le sait pas, donc, mais on est victime. Écoute, je peux je peux vous donner un exemple. En fait, nous tous ici, présents, là, quand on était petits, nos parents, écoute, quand on avait de l'argent, ils nous disaient, écoute, vous allez m'emprunter et puis je vais vous le remettre, je vais vous rembourser, etc. Mais ils savent qu'ils ne vont pas vous rembourser. Et puis, ça reste comme ça. Et on a grandi avec ce sentiment que, écoute, et quand vous demandez de vous rembourser, on vous dit, mais écoute, on passe tout le temps à vous nourrir. Maintenant, vous demandez ça, donc c'est-à-dire que vous êtes un ingrat. C'est-à-dire, c'est des violences, c'est des formes de violence qu'on essaie de vivre avec et puis qui passent comme si c'était normal, qui passent ça passe comme une lettre à la poste. Mais pour dire vrai, c'est pas quelque chose qu'on devrait vivre avec comme ça. Donc là, c'est la violence économique. Donc, on peut dire que la violence économique, c'est le fait à quelqu'un d'interdire, d'accord, ou de conseiller par son conjoint ou sa conjointe, par exemple, de dire, écoute, la personne essaie de contrôler le budget, par exemple, de son partenaire ou sa partenaire. Donc, c'est une forme de violence, d'accord? Donc, ou en partie, ça peut être en partie, ça peut être partielle, ça peut être complète aussi, d'accord? Donc, en fait, dans une maison, bon, ça, là, on est dans un contexte très québécois, là, ce que je veux dire. Par exemple, dans une maison, si tu habites avec ta conjointe ou ton conjoint, en fait, la maison, on doit payer moitié-moitié, par exemple, et l'épicerie, on doit payer moitié-moitié. Donc, c'est-à-dire, si c'est à une seule personne de tout faire, donc, c'est une sorte de violence, on appelle ça la violence économique. Donc, pour dire que, écoute, la violence économique, c'est une violence, écoute, par exemple, les hommes en Haïti, ils sont victimes beaucoup de cette violence. Le fait de dire, par exemple, ah, ces garçons, c'est au coupé, c'est une forme de violence. Et les hommes je pense que ce sont les principales victimes en Haïti de cette violence, par exemple. Donc, euh, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, je connais un cas, quelqu'un qui habite avec sa mère ne travaille pas, mais elle reçoit une pension et c'est comme, elle oblige à la mère de payer la maison, mais lui, il a un emploi à temps plein et puis, écoute, à tous les mois, il y a toujours
problème, d'accord? Moi, on m'appelle dans mon boulot pour me dire, écoute, il y a il y a un client qui n'a pas payé, donc écoute, écoute, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la personne est dans mon projet, le projet en fait, que je dirige là au Canada, mais écoute, je dois quand même faire des suivis. Mais ce que je comprends, c'est que c'est parce que cette personne-là, par exemple, est victime d'une violence économique et la personne ne sait même pas qu'elle est victime de cette violence. Donc là, je vais prendre une pause et puis je vous laisse le temps de poser des questions si vous en avez et puis on va reprendre après avec pour une deuxième partie.